Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve pour le premier épisode de cette série en collaboration avec Ecominero. Là, on va parler REP, on va parler échéance qui arrive très vite au 1er janvier 2025. Et pour ça, j'ai le plaisir de réaccueillir, puisqu'on s'était vu à Batimat, Mathieu Hiblot, directeur délégué d'Ecominero. Salut Mathieu. Bonjour Nicolas. Écoute Mathieu, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que là, au-delà du contexte Batimat où on a pu se rencontrer, là on va vraiment creuser le sujet de la REP, creuser le sujet de tout ce qui va arriver pour le milieu du bâtiment d'ici janvier 2025. Et puis pour mettre un peu de contexte, je vais te laisser déjà te représenter. Qui es-tu, d'où tu viens du milieu du BTP, puisque tu as un parcours quand même qui est assez long dans ce secteur, tu as quand même beaucoup d'expérience, tu as vu pas mal de choses dans la partie du coup qui nous concerne aujourd'hui, les matériaux. Donc voilà, écoute, je te laisse te présenter rapidement. Ah, entendu. Écoute, oui, tu dis, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur du BTP. Et aujourd'hui, je suis le directeur délégué de l'éco-organisme Ecominero. J'ai débuté en fait dans les matériaux de construction à la sortie de mes études. Et aujourd'hui, j'y suis toujours parce que c'est quelque chose d'hyper passionnant. On l'avait déjà évoqué ensemble sur Batimat. J'ai eu un parcours en fait, à la fois dans la fabrication des matériaux, où j'ai accompagné les industriels au sein de leur syndicat, de leur fédération, à travailler sur les différents enjeux qui sont dans leur quotidien, à la fois dans la production, mais aussi liés à l'exploitation de leurs usines. On était comme ça sur des démarches collectives. Donc, j'ai eu une phase où on était sur la fabrication et ensuite, je suis allé dans la Fédération française du bâtiment, ouais, où j'ai découvert en fait les matériaux à leur fin de vie, au stade de la déconstruction. Okay. Et c'est ça qui m'a amené dans mon parcours à être tantôt sur la vente des produits que sur leur gestion en fin de vie. Et puis est arrivé le sujet de cette REP où j'ai pu piloter la création de l'éco-organisme Ecominero. Ouais, donc au final, toi, tu auras vécu, en effet, comme tu dis, toutes les vies des matériaux. Tu as eu la phase en amont sur la partie producteur, qui est du coup la partie qui va être le producteur payeur pour la REP, du coup. Tu as la partie aussi fin de vie, et maintenant tu as la partie seconde vie, récupération, comment on va chercher plus loin que la fin de vie d'un matériau, puisque Ecominero, du coup, tu vas nous l'expliquer mieux que moi, mais c'est un éco-organisme qui facilite la reprise des déchets inertes principalement. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est Ecominero, du coup, cet éco-organisme que tu as rejoint à la suite de ton expérience à la Fédé? Ouais, donc Ecominero, c'est une démarche collective. Précédemment, donc, j'étais dans des fédérations professionnelles où on était déjà aussi dans cette approche où on est sur un collectif d'industriels qui partagent des enjeux communs. Et il est arrivé dans la réglementation française une nouvelle obligation, la REP, donc la responsabilité élargie du producteur, qui est une obligation qui est individuelle, qui pèse sur chacun des industriels, qui est une application d'un principe assez ancien du pollueur-payeur. C'est-à-dire que l'industriel qui commercialise et qui met son produit sur le marché doit s'occuper de sa gestion en fin de vie et de s'assurer finalement il y a un dispositif de reprise ou même de réparation, ça dépend de la nature des produits, qui permet de prolonger sa durée de vie ou sinon de l'envoyer vers des filières soit de réemploi, soit de recyclage en fonction de l'intérêt et de sa capacité. Et une démarche comme celle-ci, elle est très particulière et elle peut pas être réalisée seule en termes d'industriels parce qu'à la fois c'est une chance dans le secteur du bâtiment, c'est qu'on produit au niveau de la filière minérale beaucoup de produits tels que du béton, qui soit prêt à l'emploi ou préfabriqué pour la construction de l'ouvrage, des produits de terre cuite, là encore des briques ou aussi des tuiles sur la couverture. Et tous ces produits ont une durée de vie très longue. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche que le bâtiment que l'on construit puisse durer et le transmettre de génération en génération. Ce qui fait que pour un industriel, la loi lui dit tout produit que vous commercialisez, vous devez les récupérer au stade de la fin de vie. Donc, pour un vendeur donc, de produits de construction, il devrait savoir dans quel ouvrage son produit a été mobilisé et être en capacité dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans d'aller le rechercher. Ce qui fait que c'est impossible à l'échelle individuelle. Donc c'est là où entrent en jeu des structures comme les nôtres, où on est en fait sur des démarches collectives. On est une organisation à but non lucratif. On n'est pas là pour faire du profit. On est là pour apporter un service à ces industriels où ils nous transfèrent leurs obligations et on
on la réalise en fait pour leur compte. Donc voilà, on est une société de droit privé, mais à but non lucratif et agréée par les pouvoirs publics. Ce sont les ministères à la fois de l'environnement et de l'industrie qui nous autorisent à exercer cette mission par rapport à un cahier des charges qu'ils ont fixé. Cahier des charges, du coup, dicté par la REP 2023, la REP PMCB, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, c'est venu... j'ai commencé à travailler sur le sujet dès 2019, parce qu'il y avait eu des débats sur à construire une feuille de route sur l'économie circulaire pour qu'en France, on accroît en fait ces filières et qu'on soit vraiment en fait dans une transformation des modèles économiques, à viser aussi à diminuer le gaspillage, notamment dans la consommation de tous les biens. Et là est apparu un sujet d'introduire les produits et matériaux de construction dans un dispositif de REP. Parce que les REP, chacun d'entre nous, en fait, les côtoie au quotidien sans le savoir. Déjà, les déchets d'emballage sont concernés. Ça fait plus de 30 ans quand on a une collecte chez soi de déchetterie, plastique, carton ou encore l'aluminium. Eh bien, ça est financé par les industriels qui emballent leurs produits à partir de ces matières. Et donc, c'est comme ça que progressivement, la France a fait le choix d'élargir le spectre de la REP jusqu'en 2020, à travers la loi AGEC, qui a introduit parmi une douzaine d'autres filières, celle des matériaux de construction. Et c'est là où la loi fixé un cadre, en tout cas avec des objectifs. Après cela est venu en fait un travail plus fin de définition d'un cahier des charges, et on a pu l'appliquer et le mettre en œuvre à partir de 2023. Oui, donc un travail de longue haleine, un travail qui n'est pas arrivé qu'en 2023 finalement, et qui n'aboutit pas jusqu'au 1er janvier 2025 et cette reprise totalement gratuite des déchets dont on parlera dans un autre épisode de cette série. Mais en tout cas, c'est un travail qui est mené de front par énormément de personnes, à la fois de manière structurelle, à la fois de manière conjoncturelle, puisque c'est, comme tu dis, d'origine d'une loi, mais en même temps structurelle parce qu'on est sur un secteur, le bâtiment, les minéraux, les fabricants, les industriels, qui étaient un gros pollueur, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit. De toute façon, on ne peut pas produire sans polluer. Enfin, je crois qu'il y a une phrase qui dit que le meilleur matériel qu'on peut utiliser, c'est celui qu'on ne produit pas au final, qu'on réutilise. Mais en gros, on était sur des gros enjeux à la fois environnementaux et à la fois économiques aussi pour un secteur. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est vrai que de toute façon, une filière REP, ça se crée pas du jour au lendemain. Ça demande énormément d'efforts et de préparation. Alors, je dirais pas en fait que le secteur pollue, mais c'est sûr qu'il produit beaucoup de déchets. Il produit beaucoup, de par en fait le volume d'activité que ça représente. Historiquement, les dernières statistiques, alors elles ont été révisées cette année, mais on estimait, il y a encore une dizaine d'années, qu'on produisait 40 millions de tonnes de déchets issus des secteurs, en tout cas des chantiers du bâtiment. Avec la conjoncture aujourd'hui qui est pas la même, on est plutôt autour de 23-24 millions de tonnes, mais ça reste très très important. Mais c'est intrinsèquement lié en fait à l'importance des chantiers à la fois de construction, mais aussi de déconstruction, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de rénover les quartiers, de faire en sorte que l'habitat évolue, que ça répond à des nouvelles normes en termes de confort pour chacun. Et c'est ça qui peut amener finalement à déconstruire des ouvrages pour reconstruire d'autres. Mais c'est ça qui génère en effet beaucoup de déchets, et c'est notre responsabilité aujourd'hui de les traiter. C'est un point que tu as évoqué dès le début aussi de ce qu'on vient d'évoquer, de cet entretien, c'est que en fait, il y a des matériaux qui sont utilisés pour la construction qui ont des durées de vie très longues. Donc, du coup, il faut savoir se dire que un bâtiment, par exemple, là, on est dans un bâtiment. Si on regarde sa toiture, peut-être que les briques, elles ont 15 ans. Dans 5 ans, il va falloir penser à les changer. Quand on les change, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met justement dans des collectes qui permettent de les réutiliser, parce que il y a une époque où je pense que c'était même pas un sujet, on jetait tout et puis il n'y avait pas de réutilisation des matériaux, mais je sais qu'on va sûrement l'aborder aussi, mais les matériaux que vous récupérez vous chez Ecominero, ils sont réutilisés et remis dans le cycle de tout ce qui est à la fois fibres minérales et à la fois matériaux concrets, quoi. On n'utilise plus il n'y a plus de matériaux uniques au final, c'est là-dedans qu'on est aussi. C'est que on est totalement dans ce principe d'économie circulaire.
Alors, on se l'appliquait déjà il y a une trentaine d'années, mais le vocabulaire n'existait pas. Mais c'est vrai qu'on a toujours cherché à économiser la ressource, puisque nos industriels mettent sur le marché de la pierre de construction, des produits en béton, les constituants de chacun d'entre eux, que ce soit du sable, des graviers, du ciment. Et c'est vrai que, de par l'importance de l'habitat en France, mais aussi des infrastructures de mobilité, ça demande beaucoup de ressources. Donc on a en fait des usines qui s'approvisionnent en termes de fournitures, principalement de sable, de gravier, d'argile et autres. Et cette ressource, en fait, elle n'est pas renouvelable. Donc en fait, on prélève une ressource qui nous apporte en fait un bien pour habiter, se déplacer. Et il est de l'importance en fait de cette industrie de faire perdurer celle-ci. Et la façon de la faire perdurer, eh bien, c'est au stade de la déconstruction de pouvoir refabriquer un matériau qui va être remobilisé dans le secteur du BTP. Et donc, on est pleinement finalement dans ce concept de boucle fermée en termes d'économie circulaire, où le secteur du BTP consomme les déchets qu'il produit pour recréer en fait de la valeur. Et tu vois, parler de boucle, c'est hyper opportun et c'est très bien que tu l'aies mis dans cette discussion parce que cette boucle, j'ai envie de l'ouvrir avec vous, Ecominero, c'est de se dire, depuis le début de la REP, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on est en novembre 2024, on est à 2 mois de la reprise gratuite. Depuis la création d'Ecominero, ça a été quoi les gros points d'ancrage par exemple, je sais pas, il y a eu des moments clés, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler pour nous emmener aussi avec toi dans cette chronologie qui vous rythme depuis ces 2 ans de mise en place quasiment ? Alors, on va peut-être passer toute la matinée ensemble, parce que si on fait tout l'historique... mais je suis sûr que tu as des points sur lesquels je t'attends en plus. Parce que c'est vraiment là-dessus. Une longue aventure et belle aventure. Et c'est vrai, c'est il y a 30 ans en plus. Effectivement. Mais c'est un collectif en fait qui s'est constitué sous l'impulsion en fait de plusieurs syndicats professionnels. 5 d'entre eux qui étaient en fait désireux d'apporter des solutions à leurs propres industriels. Donc ce sont les syndicats des granulats, les sables et graviers, mais du béton, qu'il soit préfabriqué ou prêt à l'emploi, du ciment, des produits aussi d'enrobés, à trouver finalement un collectif où on arrive à avancer pour répondre à une obligation réglementaire. Et donc ça a demandé à mettre toutes ces personnes autour d'une table et de discuter finalement de comment au mieux on pourrait apporter cette solution à leurs industriels. Et c'est sûr que ça a demandé du temps, c'est aussi de la bonne compréhension des dispositifs fixés par les pouvoirs publics. Et dans nos étapes clés, c'est qu'on a pu préfigurer l'ensemble de ces travaux qui ont créé la société au tout début de l'année 2022. Elle a trouvé son existence au mois de mars 2022. Donc pour nous, c'est une étape déjà aussi assez fondatrice de ce collectif à la fois de syndicats mais aussi d'industriels. C'est qu'on a créé une société où on avait 5 syndicats professionnels, mais aussi une vingtaine d'industriels qui étaient donc volontaires pour porter en fait cette solution pour l'ensemble de la profession, de financer aussi, parce qu'il fallait aussi mettre des moyens pour disposer d'équipes capables en fait de porter l'ensemble des projets, puis de développer et commencer à développer les outils, parce que derrière, c'était d'offrir une capacité donc à ces industriels de nous transférer leurs obligations. Donc on a été lancer une campagne de contractualisation avec l'ensemble des acteurs dès lors qu'on a été agréé. Et cette étape d'agrément, en fait, elle était intervenue au mois de septembre de 2022. On a obtenu l'agrément de l'État. Et à partir de là, on a eu cette capacité à signer des contrats. Et on en a signé près de 3000. Il y a 3000 aujourd'hui presque industriels et distributeurs de matériaux de construction qui nous ont fait confiance et on les remercie toujours parce que on a atteint notre objectif d'être l'éco-organisme sur la filière minérale. Donc progressivement, on a pu déployer le dispositif en signant à la fois les contrats avec les industriels qui nous ont transféré leurs obligations. Et qui dit transférer l'obligation, derrière, c'est des objectifs aussi à remplir en termes de collecte et de traitement de déchets. Et pour cela, on a aussi lancé une campagne de contractualisation avec des opérateurs de déchets qui interviennent pour nous, pour proposer à l'ensemble des artisans et des professionnels du bâtiment des solutions
de proximité par rapport à leur chantier, où ils peuvent déposer les déchets, et ils peuvent les déposer gratuitement pour ensuite pouvoir soit les réemployer ou les recycler. Ouais, c'est une démarche vraiment qui est une démarche de filière, hein. C'est un mot qui est important, Complètement. parce que c'est une filière qui s'est mobilisée de manière collective. Il n'y a pas qu'un acteur ou deux acteurs distincts. C'est, comme tu dis, il y a à la fois les producteurs de matériaux, les exploitants de minéraux, il y a aussi les distributeurs. Tu vois, tu parlais des enseignes de distribution et autres. C'est quand même important de voir que tout le monde est vraiment impliqué sur cette démarche et de se dire que vous avez réussi à fédérer un peu tout le monde au sein d'un organisme qui est représentatif aussi de la filière. On est dans une filière construction, une filière bâtiment qui est quand même une filière collective. On ne construit pas un chantier tout seul, on ne démolit pas un chantier tout seul et on ne trie pas tout seul ses déchets. Du coup, puisqu'il y a énormément de parties prenantes, comme tu dis, il y a celui qui va les collecter, il y a celui qui va les trier, il y a celui qui va les réaménager, les recycler, revitaliser et en faire de nouveaux minéraux. C'est vraiment une démarche collective et c'est eux qui vous accompagnent depuis... à la fois même en amont de cette REP 2023 et jusqu'à aujourd'hui avec plus de 3700 points de collecte, c'est ça, éco-minéraux actuellement. C'est si on est vraiment pas trop tatillon sur les chiffres, parce que je pense qu'ils ont déjà bien évolué depuis la dernière fois que je les ai vus. Ils évoluent tous les jours. Voilà. Mais c'est vrai, et c'est là où j'en suis très heureux et fier, c'est que on a toujours eu une profession hyper engagée, hyper responsable, et dès le moment où on a déposé en fait notre demande d'agrément, ils étaient déjà 1500 industriels à avoir signé une préadhésion, à nous dire allez-y, on a confiance dans votre projet et donc on vous soutient. Et c'est comme ça en fait qu'on a été au rendez-vous dès le démarrage, qui s'est opéré à partir du mois de mai 2023, où à cette époque, vis-à-vis aussi des opérateurs de déchets, on avait déjà 800 points de reprise opérationnelle à la date du 1er mai. Donc, c'était déjà formidable. Il y avait déjà une légitimité en tant qu'acteur éco-organisme qui était déjà présente. Vous n'avez pas attendu la REP, quoi. En fait, c'était aussi pour nous le défi, c'est de se dire on veut un éco-organisme, mais c'est pour faire les choses bien, de manière très vertueuse. On cherche à aller vraiment sur une performance la plus poussée possible vis-à-vis du réemploi et du recyclage. Donc, il nous fallait le traduire dans les faits. Et puis, c'est une discussion qu'on a eue très tôt avec la Fédération du bâtiment, avec la Confédération des artisans, parce que c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Bien sûr, on a en fait une obligation à respecter, mais c'est un service qu'on rend en fait à la filière du bâtiment, de pouvoir en fait collecter leurs déchets, de bien les collecter pour les recycler. Et oui, dans les étapes là encore clés, ou en tout cas fondamentales, au mois de mai, on était à 800 en fait points de reprise. 3 mois plus tard, on était déjà à 1500. Donc, en fait, on a eu un déploiement exponentiel. Et puis aujourd'hui, tu l'as souligné, alors je pense qu'on est déjà même à 3800 aujourd'hui au dernier compteur. C'est qu'on continue notre déploiement. Alors, c'est que on avait déjà, en fait, principalement toute notre architecture qui était construite, parce que on a beaucoup de déchets à collecter. Donc, c'est des outils industriels très importants et qui le permettent, et notamment pour préparer à leur recyclage. Mais après, à côté de ça, il y a plein de petits flux, de petites quantités, notamment produites par les artisans, qui sont à reprendre sur un réseau très spécifique, soit de déchetterie professionnelle ou de déchetterie publique. Et aujourd'hui, ce sont les déchetteries publiques qui sont dans une phase elles-mêmes de contractualisation. Elles sont plus de 4000 à nous rejoindre. Donc, il y en a déjà plus d'1 millier qui sont sous contrat. Les autres sont en train aussi de poursuivre leur process. Et c'est pour ça que tout additionné, on devrait être à 5500 points de reprise pour d'ici les quelques semaines qui nous séparent de la fin de l'année. Ouais, c'est fou de se dire que 5500 points de collecte, finalement, ça fait un maillage territorial qui est assez gigantesque. C'est un maillage justement qui couvre tout le territoire et au-delà du territoire métropolitain en plus, parce que je sais très bien que vous êtes impliqué aussi sur tout ce qui est dom-tom, notamment la Guadeloupe qui est un sujet éco-minéraux qu'on retrouve très souvent justement par le biais duquel j'ai pu découvrir quelques-unes de vos actions. C'est pas un sujet qui se limite à la métropole, cette REP aussi. Complètement. C'est un sujet qui est français, quoi, finalement. C'est que notre compétence, en fait, elle est liée au Code de l'environnement. Le Code de l'environnement s'applique, certes, sur l'Hexagone, mais aussi sur nos territoires ultramarins, que ce soit au niveau des Antilles que l'océan Indien.
Donc oui, et c'était aussi extrêmement important pour nous d'être présent sur ces territoires dès le démarrage. Et on l'a été. Bah, en fait, voilà, il faut que tout le monde ait un même service en tout point du territoire. Et même sur l'Hexagone, il était important qu'on soit dans tous les départements présents dès le démarrage. Alors, ça a pu prendre un peu de temps pour certains d'entre eux, mais depuis maintenant un certain temps, on a des points de reprise partout. Mais c'est aussi finalement ce qui était attendu pour les professionnels du bâtiment, c'est d'éviter en fait les distances de transport pour éviter les dépôts sauvages, parce que on l'a pas dit, mais ça a été en fait un leitmotiv très important d'introduire dans la loi cette obligation, c'est d'éviter à tout prix les dépôts sauvages, parce que finalement ça reste un fléau important. Bon, il n'y a pas que des déchets du bâtiment, il y a de toute autre nature, mais le fait de rendre gratuit la reprise, c'est aussi cela, c'est de se dire j'ai pas en fait à me creuser les ménages pour trouver un point de reprise, il existe parce que j'ai un service qui est prépayé par l'éco-participation, parce qu'à un moment donné, il y a un financement qui s'opère, et ce financement apporte donc du résultat à travers celui-ci. Ouais, parce que du coup, c'est un point hyper important aussi que tu évoques, parce que on va pas se mentir, il y a quand même une partie financière qui est hyper importante, puisque tu l'as dit, en termes de production de tonnes de matériaux, c'est énorme, et vu que c'est indexé, en fait, vous vous rémunérez à la partie production, qui sont payés par justement ces industriels, ces fabricants que vous avez réussi à fédérer et qui vous reversent une partie au moment de la production qui vous permet de déployer cet écosystème-là. Exactement. Alors ça, c'est la loi qui prévoit ce principe. C'est que ce financement, il est lié à la vente, ou en tout cas à la mise sur le marché de tous ces produits, qu'ils soient vendus ou cédés gratuitement. C'est que dès lors que maintenant on achète 1 mètre cube de béton, une tonne de granulats, dans le prix de vente, il y a ce qu'on appelle l'éco-participation. Mais chacun d'entre nous peut déjà en fait le constater. On l'avait quand on est consommateur et acheteur d'électroménager ou d'ameublement. Sur la facture, on peut voir en fait sur le ticket de caisse tout en bas éco-participation et un montant. C'est pareil pour nous en fait. La facture aujourd'hui d'achat de marchandises, que ce soit des produits ou matériaux de construction, indique une éco-participation. C'est un montant qui a été fixé pour financer les services. Et il est vrai en fait que celui qui vend, l'industriel ou le distributeur, nous reverse cet argent parce que c'est ça qui a été en fait dimensionné pour apporter ces services en tout point du territoire. C'est aussi pour avoir un fonctionnement financier assez simple finalement, que ça soit clair dès le début. La REP, c'est quelque chose qui était un peu impliquant directement le producteur, puisque c'est le producteur, comme tu dis, producteur pollueur-payeur. Et c'est de là que viennent les fonds. Et le consommateur aussi. Et ça, on l'a demandé très tôt aussi au pouvoir public, c'est d'avoir le droit de rendre en fait le montant visible sur la facture. Parce que pour le producteur, c'est ce montant qu'il nous reverse. Il était important, ne serait-ce que pour nous aussi, de bien contrôler que tous les produits qui sont vendus appliquent l'éco-participation et qu'ensuite elle nous soit correctement reversée. Mais pour le consommateur, quand il achète, il sait que son produit est sous REP. Alors ça demande aussi la communication qui s'associe à cela. Mais il sait en fait que en ayant une éco-participation, à un moment donné, selon en fait le stade où il se séparera en fait de déchets, il aura un service gratuit en tout point du territoire. Donc le montant, c'est sûr, il est là parce qu'il finance le dispositif, mais il a aussi une vocation pédagogique à informer le consommateur. Oui, que le consommateur soit acteur aussi. Consommateur, on dit souvent dans ce genre de cycle, de cercle vertueux qu'on essaye de créer, c'est que à la fois, en fait, on en revient à cette démarche collective. Tout le monde est impliqué sur cette partie-là, quoi. C'est intéressant que tu prends sous cet angle-là, parce que il faut que vraiment le consommateur soit acteur. Acteur dans son achat et d'achat en fait responsable, durable. Et c'est là aussi l'importance en fait que ce montant soit rendu visible, puisqu'on a fixé un tarif d'éco-participation sur chacun des produits. Donc tout produit aujourd'hui qui rentre dans le dispositif de la REP a un montant dans le prix de vente qui correspond en fait à cette filière, à son financement. Et ce qui est en train d'évoluer, c'est que ce montant va pouvoir baisser ou augmenter en fonction en fait de la qualité du produit vis-à-vis de différents critères, s'il est en fait durable, recyclable, s'il incorpore de la matière recyclée, s'il ne contient pas de substances dangereuses. Et le fait de faire varier le montant en fonction de sa qualité ou sa moins bonne qualité va aussi informer le consommateur que
pour une même gamme de produits, il peut avoir en fait des solutions tout à fait différentes. Et cette éco-participation doit l'aider à flécher vers des choix plus vertueux. Oui. Donc là, d'ici justement les quelques semaines qui nous séparent de à la fois la reprise gratuite totale des déchets sur les éco-points, dès lors qu'ils sont triés, bien évidemment, puisque c'est toujours la même règle, il faut trier dans tous les cas, et même si ça n'avait pas été gratuit, je pense que ça mériterait d'être un peu plus appuyé. Trier les déchets, hyper important, notamment comme on pourrait le voir, mais de se dire rien que par respect pour ceux qui vont aussi être sur les éco-points, qui vont travailler là-dessus, de se dire que on n'envoie pas juste nos déchets comme ça à des personnes qui vont devoir le trier à notre place. C'est une responsabilité qu'on approche, mais c'est surtout aussi, là ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion de modulable aussi sur cette partie d'éco-participation, parce que au plus il y aura à la fois de tonnes qui vont être récupérées, au plus vous allez pouvoir jouer sur cette éco-participation. C'est quelque chose qui va évoluer avec la qualité des produits récupérés, avec le volume aussi. Oui, les conceptions vont être majeures. Les conceptions des produits, et du coup, mobilisent différents critères sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour moduler le montant d'éco-participation et comme ça donner des bonus ou des malus. Mais il est vrai en fait que il faut que le détenteur de déchets trie son déchet. Et ça aussi, c'est un principe qui a été fixé par le cadre réglementaire. C'est que oui, on finance une reprise de déchets, mais il faut que le déchet il soit trié. Il faut qu'il soit trié à la source. Ou autrement dit aussi, c'est que généralement, en fait, sur les activités de déconstruction, on démonte finalement le bâtiment étape par étape, et donc généralement on a déjà en fait des déchets qui sont séparés entre eux. Donc l'objectif c'est de ne pas les mélanger, de les garder toujours donc de manière séparée lors de la collecte. Et c'est dès lors qu'on est sur cette collecte séparée que la reprise est gratuite. Parce que derrière c'est comme ça qu'on a la capacité vraiment de les réemployer, de les recycler. S'ils arrivent tout en mélange sur une installation, alors certes, on va pouvoir faire un peu de tri, mais il va être limité, il va être très coûteux, et au bout du bout, on n'arrivera pas en fait à le recycler ou de très peu. Donc dès lors que sur le chantier, il garde toute cette capacité de réemploi et de recyclage, c'est comme ça en fait qu'on arrivera à ancrer cette économie circulaire dans le secteur du bâtiment. C'est clair que ça passe par là, par une grosse phase de tri en amont. En plus, on parle bien évidemment aujourd'hui de déchets qui sont des déchets inertes. Alors pour nous, oui. On a cette spécificité. Éco-minéraux. Il existe d'autres éco-organismes. On n'est pas les seuls, on est 4 en fait sur le secteur. Parmi les 3 autres, 2 sont partenaires d'éco-minéraux. Parce que chacun en fait a une spécificité ou un champ d'action très très particulier. Et puis ça permet d'avoir un message clair. Par exemple, éco-minéraux, on est vraiment sur les déchets inertes. Un autre éco-organisme sera vraiment sur d'autres aspects des matériaux, et ça permet aussi de véhiculer des messages clairs pour cette reprise. Alors clair, et puis aussi responsable, c'est que on représente nous un collectif d'industriels spécialisés donc dans ces produits d'origine minérale, donc le béton, la terre cuite, les produits de construction, qui ont cette particularité, c'est que ils sont durables, ils sont 100% recyclables dès lors qu'ils sont triés en fin de vie, qu'ils sont pas mélangés avec d'autres déchets. Et donc ils ont ce caractère dit inerte, c'est qu'ils bougent pas dans le temps. Donc c'est comme ça en fait depuis 30 ans, une filière en fait de recyclage s'est mise en place, qu'elle s'est développée, qu'elle s'est intensifiée, et qu'aujourd'hui on a déjà des résultats extrêmement importants. Les pouvoirs publics reconnaissent qu'il y a déjà plus des 3/4 de ces déchets qui sont recyclés chaque année, et donc il nous est demandé en fait de faire les derniers pas supplémentaires. Alors c'est parfois aussi les plus compliqués, mais d'atteindre 90% en fait de recyclage d'ici 2028. Et donc c'est pour ça que ce collectif d'industriels a voulu se prendre en main, comme il l'a déjà fait par le passé sur d'autres sujets, mais comme celui-ci aussi, a trouvé en fait sa voie et son organisation. Mais ces industriels sont très éloignés en fait des autres produits. Comme on regarde ce qui nous environne, on a des moquettes, on a du bois, on a des plastiques. C'est un savoir-faire qui est complètement différent du nôtre. Voilà notre expertise, et c'est pour ça que on a voulu être un éco-organisme dédié. On est leader sur la filière minérale, mais parce que c'est notre savoir-faire, c'est notre compétence, et ça nous paraissait plus sérieux de rester en fait sur notre cœur de métier, ce qu'on sait faire et bien faire, avant de s'aventurer sur des déchets qui ne sont pas issus en fait de nos produits et dont on saurait peu les traiter et correctement les traiter aujourd'hui. C'est clair.
c'est au moins la preuve que déjà il y a la place pour tout le monde. Chacun son expertise. Complètement. Après, on est complémentaires. C'est une démarche globale et puis que en fait ça sert tout le secteur, peu importe quel type de matériau. Si on devait amener notre échange là, qui est vraiment en amont de toutes ces échéances arrivant jusqu'à 2025, si on se rapproche du 1er janvier 2025, c'est quoi les chiffres que tu aimerais nous apporter là pour conclure cet épisode, ce premier épisode de notre série avec Ecominero? Quels chiffres on doit retenir avant le 1er janvier 2025, qui va être vraiment une bascule, je pense, et je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser justement à ce moment-là. Ah ouais, j'espère bien, oui, qu'on poursuit cet échange, mais au moins pour dire aujourd'hui que le pari qui a été fait de démarrer sur l'ensemble du territoire, d'apporter un niveau de service correct et suffisant et satisfaisant, se traduit en termes de chiffres sur près de 10 millions de tonnes cette année, là en 2024. 10 millions de tonnes auront été en fait collectées et recyclées par Ecominero et ses partenaires. Et donc ça, c'est fabuleux de se dire qu'une filière REP qui vient tout juste de se créer, parce que finalement notre existence c'est 18 mois à peine, qu'on en soit déjà là. Et je dis 10 millions de tonnes sur un gisement potentiel de 15 millions. Donc aujourd'hui, on voit en fait qu'on a démarré très fort. Quand on se compare à d'autres filières REP, parce que du coup, il y en a d'autres qui existent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ne sont toujours pas à leurs objectifs, alors pour différentes raisons. Oui. On a cette satisfaction, en tout cas, sur les déchets inertes, d'avoir fait nos meilleurs efforts pour démarrer bien, correctement. Et donc 2024, si on peut retenir un chiffre, c'est de 10 millions de tonnes de déchets inertes collectés et recyclés. 10 millions de tonnes en 2024 et beaucoup plus en 2025, puisque à partir du 1er janvier 2025, il y aura des grands bouleversements, puisque la gratuité totale des reprises des déchets sera mise en place. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reparler à ce moment-là, Mathieu. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment ce matin pour réveiller le BTP, réveiller toute cette filière. Et puis, bravo aussi pour cette première phase 2024, du coup, en amorce de tout ça. Merci Nicolas, bonne journée à tous. Et à très vite pour parler REP, pour parler Ecominero et puis pour réveiller le BTP.